Bonsoir. Ce que vous voyez là derrière moi, c'est la mairie de Tokyo, la capitale du Japon. Tokyo a une place tout à fait centrale au Japon. D'abord, elle centralise l'administration du pays. Ensuite, elle est à peu près à équidistance entre le nord et le sud de l'archipel. Et puis, elle est au cœur d'une mégapole énorme qui va de Tokyo à Osaka. Alors, je vous propose de regarder quelques cartes pour saisir ce qu'il y a de permanent, de constant dans ce pays passionnant et de voir comment fonctionne le territoire japonais. Voilà, nous sommes ici. Tokyo est au cœur de l'archipel japonais, sur l'île de Honshu. Honshu est la plus grande île du Japon et la plus peuplée. Elle forme ce que les Japonais appellent le Hondo, c'est-à-dire la terre principale, avec les îles de Shikoku, Kyushu et Hokkaido au nord, où vivent les quelques 25 000 Aïnous, qui sont les descendants des premiers peuples installés au Japon il y a plus de 10 000 ans. L'archipel japonais a une superficie de 380 000 km² qui est allongée sur plus de 2500 km et il est formé d'environ 6800 îles et placé juste au croisement de 3 plaques tectoniques qui se chevauchent. La plaque eurasiatique à l'ouest et au nord, celle des Philippines au sud et la grande plaque pacifique à l'est. Le Japon est une des zones les plus exposées aux tremblements de terre. Les conséquences, évidemment, sont énormes pour la vie de ce pays. La semaine prochaine, je m'entretiendrai avec un sismologue japonais. Étant sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique, le pays abrite 10% des volcans actifs au monde, dont le fameux Fujisan, qui est le point culminant du pays et qui est actuellement un volcan dormant. Par cette position à l'ouest du Pacifique Nord, le Japon aussi est situé sur le trajet des typhons, qui naissent à l'automne au centre de l'océan. Taifu, en japonais, cela veut dire grand vent. Bien, la nature est donc hostile à cette terre, et bien comment s'organise la vie des hommes? Du fait même de ce volcanisme, le Japon est organisé autour des montagnes centrales, couvertes en grande partie de forêts. Les plaines au Japon ne représentent que 25% de la superficie totale, que se partagent les zones agricoles, les zones urbaines, les zones industrielles. On a une forte densité, en moyenne 330 habitants au kilomètre carré, mais inégalement répartie. Elle est inférieure à 100 habitants au kilomètre carré sur l'île d'Hokkaido, mais elle dépasse 1000 dans le sud-est du pays, où se trouvent Tokyo, la capitale, Nagoya et Osaka. Ces mégapoles regroupent presque la moitié des 127 millions de Japonais. C'est là que se trouvent les deux grands pôles d'activité du pays, la plaine du Kanto, autour de Tokyo, Kawasaki, Yokohama, et la région du Kansai, qui est le cœur historique du pays, avec les villes de Nara, Kyoto, Osaka. Dès 1964, ces deux pôles sont reliés entre eux, puis au reste du pays, donc de Fukuoka à Morioka, par le Shinkansen, c'est-à-dire le train à grande vitesse japonais. Ce réseau ferré est doublé d'autoroutes qui passent plutôt à l'intérieur des terres, tant le littoral est congestionné. On le voit sur la carte, seul Hokkaido au nord et Shikoku au sud restent en marge du réseau à grande vitesse. Bien, il est toujours imprudent de parler de déterminisme géographique. Mais tout de même, vivre dans une île, c'est toujours une part d'identité, et en plus, c'est une contrainte, car il faut un sacré aménagement du territoire pour faire d'un archipel un seul pays. Ensuite, il faut toujours avoir à l'esprit qu'au Japon, il n'y a pas de ressources naturelles, sauf du charbon. La richesse au Japon, c'est l'eau. L'eau douce, les pluies importantes, les rivières nombreuses, elles sont favorables à la forêt et surtout à la culture irriguée du riz. Et l'eau salée, puisque la mer, tout autour, a façonné une culture maritime. Alors nous avons vu la terre japonaise, regardons maintenant la mer japonaise. Voici le territoire maritime du Japon. Grâce à ses nombreuses îles, peu ou pas peuplées, Takeshima à l'ouest, Ryukyu et Senkaku et Okinotori-shima au sud, et les îles Ogasawara
Volcano et Minami Torishima à l'est, le Japon, en fait, a une immense zone économique exclusive, multipliant sa superficie par 12. Cette zone économique exclusive est un atout essentiel pour un pays où la mer et la pêche ont et un rôle culturel et un rôle économique. Le Japon assure 12% de la production mondiale de poissons. Il est le premier constructeur naval au monde, avec les ports de Chiba, Nagoya. Il a la deuxième marine commerciale au monde. Et c'est donc finalement plus la mer que la terre émergée qui donne au Japon ses limites extérieures. Or, ces limites lui sont contestées par ses voisins. Au nord se trouvent les îles Kouriles. Elles sont sous souveraineté russe, car après août 1945, Staline annexe les Kouriles du Sud. Or, elles sont appelées par le Japon territoire du Nord, revendiquées par Tokyo comme partie intégrante du territoire japonais. Elles sont souvent perçues comme un enjeu national, et le port de Shakotan est un abri dans ces eaux qui sont proches de la banquise. Ce qui fait qu'en fait, aucun traité de paix n'a été signé encore aujourd'hui entre le Japon et la Russie. À l'ouest, c'est la Corée du Sud qui conteste au Japon sa souveraineté sur les îles de Takeshima. Elles sont inhabitées, mais l'enjeu ici est aussi lié à la pêche et en fait aux relations plutôt mal réglées entre ces deux pays, notamment la colonisation japonaise de la Corée et puis la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez sur cette carte, cette mer est appelée mer du Japon. Eh bien, Séoul souhaite depuis longtemps qu'elle soit débaptisée sur les cartes et qu'elle soit nommée mer de l'Est. Mais en fait, c'est plus encore la Corée du Nord qui inquiète le Japon. Ce pays est doté de missiles balistiques dont la portée menace directement le pays. Enfin, au sud, c'est l'archipel des Senkaku qui est l'objet d'un contentieux avec Taïwan et la Chine continentale. L'enjeu, c'est la pêche, mais cette fois, plus encore, le pétrole. La Chine continentale revendique l'île car elle est située sur la plateforme continentale chinoise, mais le Japon, lui, justifie sa revendication sur les Senkaku par leur proximité au Ryukyu, seulement 150 km. Alors, n'ayant que du charbon, je vous le rappelle, le Japon dépend totalement des voies maritimes pour son commerce et pour ses importations de matières premières, dont le pétrole en provenance du Moyen-Orient. Eh bien, ces lignes de communication passent par la mer de Chine, d'où les inquiétudes japonaises sur ces revendications chinoises. Alors on le voit, à plusieurs échelles, les enjeux sont multiples. Et tout est lié, sécurité, économie, car à l'échelle régionale comme à l'échelle mondiale, le Japon a beaucoup investi. Chez ses voisins asiatiques, favorisant le décollage économique des dragons et des tigres, et puis aussi aux États-Unis et en Europe, notamment dans les secteurs automobiles, IFI et aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et des communications. Le Japon est la troisième puissance économique mondiale, après les États-Unis et l'Union européenne, et pourtant ce pays est en crise économique depuis environ 10 ans, avec en plus des phases de récession. Alors tout de même, c'est une drôle de crise que traverse l'économie japonaise. C'est vrai que les constats négatifs sont nombreux, une gestion centralisée qui ne fonctionne plus, le trou des mauvaises créances bancaires, les réformes qui n'avancent pas, une crise politique qui semble récurrente, quel que soit le gouvernement. Aucun pays ne connaît un vieillissement aussi rapide que le Japon. Et pourtant, la situation de ce pays peut paraître enviable. Le taux de chômage tourne autour de 5%, ce qui est peu. L'épargne des particuliers est colossale au Japon. Les excédents sont multiples, excédents commerciaux. Les réserves de change sont importantes. Et puis le Japon reste au premier rang mondial dans les investissements en recherche-développement, ce qui est toujours un signe de pari pour l'avenir. Alors au fond, peut-être devrions-nous nous méfier de nos points de vue d'occidentaux et même de capitalistes occidentaux. Nous sommes passés d'un jugement sur le miracle, le modèle japonais, pour parler maintenant d'un effondrement du Japon, et ce sont deux jugements qui sont aussi excessifs l'un que l'autre. Le Japon a sans doute des difficultés à s'adapter à un nouveau contexte international qui s'appelle la mondialisation. Alors peut-être faut-il laisser aux sociétés le temps de changer. Ce n'est pas à l'aune de ce que peut faire le personnel politique, économique, bancaire, que l'on peut juger des évolutions d'un pays, d'une société, surtout quand on connaît le potentiel du Japon et son dynamisme.
Alors au Japon, la réforme est-elle possible? C'est ce que vous pourrez approfondir en lisant le dossier de la revue Politique étrangère, la revue de l'IFRI, dans la livraison du premier semestre 2002, donc sur le Japon et la réforme. Sur la société japonaise parallèle et qui évolue en même temps, vous pouvez lire Le Japon mal rasé de Jean-Manuel Trémont aux ateliers Création libertaire, donc sur la société parallèle, les anarchistes, les burakumins, les Coréens au Japon. L'histoire, comme toujours, sans laquelle on ne comprend rien. Le deuxième tome du livre d'Edwin Reischauer, l'histoire du Japon et des Japonais, de 1945 à nos jours, chez Point Seuil. Et puis ce dictionnaire de civilisation japonaise de Louis Frédéric, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et puis n'oubliez pas d'aller au musée Guimet, place Iéna, pour y voir la collection notamment des Bouddhas japonais.